choses. D'abord, l'ambition environnementale et les lobbies. Peut-être d'abord sur l'ambition environnementale. Vous savez qu'au niveau européen, nous nous sommes fixés comme objectif 2050 neutralité carbone, et donc pour cela donc une énorme ambition qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert. Donc toutes les politiques européennes vont être impactées par ces propositions, et donc que ce soit l'industrie, que ce soit le transport, que ce soit l'agriculture, tout le monde va devoir faire des efforts. Aujourd'hui, on ne sait pas encore précisément dans quel sens, parce qu'on attend que la Commission européenne nous fasse des propositions législatives. Cela étant, la PAC elle-même n'a pas attendu le Green Deal pour réorienter ses objectifs et pour demander aux agriculteurs de faire mieux. Ça fait des mois maintenant, voire même des années, on peut dire, que les députés européens travaillent à la révision de la politique agricole commune avec cette ambition environnementale. Cette ambition environnementale qui a été renforcée avec l'élection du nouveau Parlement en 2019. Donc, on a repris le dossier de la PAC qui avait déjà été voté par les députés européens de la Commission de l'Agriculture. Donc, avec le nouveau Parlement en 2019, on a repris les discussions et on a rajouté des mesures qui vont encore plus dans le sens d'une meilleure préservation de l'environnement, du climat, du bien-être animal aussi, où les agriculteurs vont être sollicités, poussés à faire plus d'efforts encore. D'ailleurs, les fameux éco-régimes dont parlait Monsieur Gatinel, dans la proposition précédente, c'était 20% des aides qui devaient être dédiées à ces éco-régimes. Aujourd'hui, avec les nouvelles mesures qu'on a rajoutées, on est à un niveau de 30%. Et sur le deuxième pilier aussi, on a augmenté les pourcentages en faveur de l'environnement. Enfin, ça se retrouve partout dans la politique agricole commune, même si Benoît Biteau, qui parlera après moi, dira pas forcément la même chose. Mais en tout cas, moi, je veux vraiment vous assurer que partout, ces efforts sont présents. Alors, parce que c'est une obligation et les agriculteurs eux-mêmes en sont conscients, sont volontaires, mais il faut les accompagner. On ne peut pas demander de changer les pratiques du jour au lendemain sans un accompagnement, et il faut aussi reconnaître les efforts qui ont déjà été faits. Sur la question des lobbying, évidemment, il y a eu des lobbying très, très, très intenses au moment du vote de la PAC. Mais les lobbyistes, ils viennent de tous les côtés. Moi, je pense que j'ai eu plus d'emails de lobbyistes qui veulent une PAC plus verte que d'emails d'autres personnes qui faisaient des propositions allant dans un autre sens. Donc, vous voyez, le lobbying a été intense. C'est à nous, députés européens, de faire la part des choses, de prendre notre décision et de faire notre choix de vote en fonction de nos convictions, en fonction de nos sensibilités politiques aussi. Quand vous êtes, comme moi, élu au PPE, vous ne défendez pas toujours la même vision que quelqu'un de Renew, que quelqu'un des Verts. Voilà, donc au niveau du Parlement européen, on est obligé de travailler ensemble, de trouver des compromis. C'est ce qu'on a fait avec les socialistes et avec le groupe Renew. Mais cela étant, on porte des idées politiques différentes et donc on est en contact avec les lobbyistes et en fonction de nos sensibilités, on votera dans un sens plutôt que dans l'autre. Cela étant, pour finir, je vais vous dire, moi je trouve que pour cette PAC, certains lobbyistes sont allés trop loin, je le dis très sincèrement, voilà, mais nous, parlementaires, nous faisons la part des choses. Moi, je voulais revenir un peu sur la question. Effectivement, le poids des lobbies est partagé, en faire le même constat, mais de toute façon, sur le constat et l'état des lieux, on sera sûrement d'accord. Effectivement, les lobbies ont opéré très fortement pendant cette PAC, pendant en tout cas les débats sur cette PAC.
Et effectivement, les lobbies, elle a raison, Anne, ils viennent de tous les côtés, hein, potentiellement, à la fois des lobbies environnementaux et des lobbies plus industriels, agroalimentaires. Enfin, moi, en tout cas, j'ai reçu des mails des deux côtés. Y compris moi, Anne, j'ai reçu des mails des lobbies écologiques. Voilà. Par contre, si le lobby écologiste a été très présent, c'est peut-être justement parce que l'analyse d'un réel verdissement de la PAC n'est probablement pas au rendez-vous aussi loin qu'on l'espérait. Et ça me permet de revenir à l'état des lieux, à la photographie qu'a pu donner M. Gatinel de cette nouvelle PAC et peut-être revenir sur 2 ou 3 sujets. En ce qui concerne le verdissement, effectivement, dans la précédente PAC, il y avait 20% du budget qui était dédié au verdissement. Pour être agriculteur et pour côtoyer mes voisins agriculteurs, je ne connais pas un seul agriculteur, j'en connais pas un seul, hein, qui n'ait pas verdi la PAC. Ce qui signifie en creux que les ambitions de ce verdissement n'étaient pas des réelles ambitions élevées, puisque au bout du bout, tous les agriculteurs avec des pratiques qui étaient les leurs ont réussi à verdir la PAC. Et on a, pour étayer ce constat, un rapport de la Cour des comptes d'il y a quelques semaines, de la Cour des comptes européenne, qui dit que cette enveloppe dédiée au verdissement est un réel échec parce qu'elle n'a pas permis de faire avancer les agriculteurs vers davantage d'écologie. Et j'en veux pour preuve le plan Ecophyto en France, Ecophyto 2018, qui entre 2008 et 2018 prévoyait la réduction de 50% de l'usage des pesticides en agriculture et qui a lourdement échoué, puisque non seulement on n'a pas amorcé la baisse de l'utilisation des pesticides en France, mais on constate plutôt une augmentation de l'usage des pesticides en France, de l'ordre de 28% pour être très précis, et surtout, puisqu'on parle de politique publique, on parle d'argent public, une enveloppe publique importante dédiée à l'accompagnement de cette conversion de l'agriculture vers moins de pesticides, qui en France a coûté 710 millions d'euros. 710 millions d'euros, c'est quand même pas masse, et on parle de l'argent des contribuables, on parle d'enveloppe publique, pour avoir un résultat qui n'est pas au rendez-vous. On nous présente les éco-schemes comme la nouvelle réponse à l'agroécologie. Vous l'avez dit, M. Gatinel, les éco-schemes s'imposent aux États, mais ne s'imposent pas aux agriculteurs. Donc là, on est dans une équation qui va être quand même difficile à résoudre, c'est-à-dire que comment est-ce que des États, même si les plans stratégiques nationaux vont être là pour essayer d'encourager les agriculteurs à s'engager dans ces éco-régimes, comment est-ce que des États ont l'obligation de mettre en place des éco-régimes si ce n'est pas imposé aux agriculteurs? Et après, il reste quand même un flou important, c'est qu'on ne connaît pas le contenu de ces éco-régimes. Ces éco-régimes, aujourd'hui, on a eu un vague recto-verso proposé par le commissaire à l'agriculture quelques jours avant le vote du PAC, où effectivement, on a vu apparaître quelques grandes lignes, la digitalisation de l'agriculture, l'agroforesterie, mais globalement, le soutien à une agriculture bio qui ne serait pas certifiée bio, enfin, c'était quand même une cacophonie assez remarquable. Et donc, aujourd'hui, les éco-régimes, on ne connaît pas leur niveau d'exigence, et donc c'est quand même difficile de qualifier ces éco-régimes comme une avancée écologique alors qu'on n'en connaît pas le cahier des charges. Sur le plafonnement, effectivement, vu de loin, c'est pas du tout, mais vu de loin, un plafonnement à 100 000 euros, on peut penser que c'est une première avancée intéressante. Sauf que le plafonnement à 100 000 euros, il est conditionné par 2 ou 3 critères. 50% de la masse salariale qui viennent gonfler ce plafonnement. Les éco-régimes, et ça par contre, moi je n'étais pas favorable à ce que les éco-régimes interviennent dans le plafonnement. Si on veut qu'ils soient incitatifs, il ne faut pas qu'ils soient dans le calcul du plafonnement, mais ils ne sont pas compris dans ces 100 000 euros. Et moi j'ai fait la comparaison de ce que représenterait ce plafonnement à 100 000 euros par rapport à ma propre ferme. Moi, j'ai une ferme qui est quand même pas confidentielle, elle fait 250 hectares, c'est quand même pas rien. Et le régime de plafonnement tel qu'il a été voté par le Parlement européen ferait que je suis très très loin du plafonnement. C'est-à-dire que le volume d'aide qui serait soumis à la règle du plafonnement représente sur ma ferme 24 000 euros. Donc ça veut dire que des structures 4 fois plus grandes que la mienne, qui sont sur le même régime d'aide que moi, commenceraient à être concernées par le plafonnement. 4 fois 250 hectares, ça fait 1000 hectares. Donc ça fait quand même des structures, je ne sais pas si à 1000 hectares, on continue de parler de structures familiales.
Sur le paiement redistributif, c'est effectivement une bonne idée, sauf qu'on ne change pas le cœur du réacteur. C'est-à-dire que nous, ce qu'on proposait pour cette PAC-là, c'était de vraiment changer le cœur du réacteur pour essayer de juguler le constat de ce que a conduit la PAC telle qu'on la connaît depuis 1993. 50% des agriculteurs qui ont disparu en 20 ans. 80% de l'enveloppe publique captée que par 20% des agriculteurs, c'est-à-dire les plus grosses structures. Et le cœur du réacteur, c'est qu'on distribue l'argent public par unité de surface. Et donc, plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Nous, ce qu'on voulait, c'était revisiter le cœur de ce réacteur et préférer une distribution des aides publiques par unité de main-d'œuvre. C'est-à-dire que c'était plus la surface le critère, mais la présence d'actifs sur la structure. Et c'est ce qui débloquerait la stratégie de l'installation. C'est-à-dire que la stratégie de l'installation qui aujourd'hui est bloquée par cette logique de distribution d'aide par unité de surface qui fait qu'il y a une rente d'argent public derrière chaque hectare, fait que les propriétaires de foncier agricole ne libèrent pas le foncier parce qu'il y a cette rente d'argent public qu'ils veulent conserver pour la potentielle installation. Alors que si on enlève cette rente d'argent public derrière chaque hectare, on libère le foncier à l'installation. Et le producteur qui crée son emploi en s'installant bénéficie d'aide puisqu'on distribue l'argent par unité de surface. Et s'il crée de l'emploi, il est accompagné dans la création de l'emploi. Et on fait du secteur agricole un vrai secteur de politique de l'emploi. Et si j'ai bien tout compris dans ce pays, il y avait des gens qui cherchent, il y a des gens qui cherchent du travail, donc ça tombe bien. Et en plus, de plus en plus, qui aspirent au retour à la terre. Et dernier sujet, j'arrête après, sur le second pilier, on veut faire porter au second pilier, qui ne représente que 25% de l'enveloppe de la PAC, toute la dimension agroécologique et notamment la politique de l'agriculture biologique. Mais on a une stratégie proposée par la Commission qui s'appelle de la ferme à la fourchette, où on affiche 25% des surfaces en bio d'ici 2030. Et on voudrait que ce soit le second pilier qui, lui, n'a pas été renforcé. Dans certains États, il a même été réduit pour porter cette logique très encourageante que je partage, de vouloir soutenir l'agriculture biologique avec l'enveloppe la plus petite de la PAC pour réussir ce passage à l'agriculture biologique. Donc on voit bien qu'il y a de bonnes intentions, mais que les outils mis en place ne sont pas au rendez-vous et qu'il y a même une forme de schizophrénie entre cette commission qui a rédigé cette copie de la PAC en 2017-2018 et les stratégies que développe la commission depuis ce nouveau mandat, donc depuis 2019, avec la stratégie pour la biodiversité et la stratégie de la ferme à la fourchette. Et donc, moi, quand on va débattre de la stratégie de la ferme à la fourchette et de la stratégie biodiversité, je pense que vont apparaître les incohérences de cette politique publique par rapport aux ambitions que portent ces deux stratégies de la Commission. Alors déjà, je vais pas revenir sur les lobbies parce que ça a été dit par mes collègues et Anne et Benoît. C'est évident que le Parlement européen et toutes les institutions européennes, c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu d'influence. Donc c'est normal qu'il y ait des lobbyistes. Et comme ils l'ont très bien dit, le lobby, ça a différents. Tout le monde fait du lobby. Je pense que c'est important de le dire aussi quand vous défendez en particulier certains intérêts qui vous tiennent à cœur, vous faites en fait du lobby. Ma région Bretagne fait du lobby. Les ONG font du lobby. Après, il y a justement ces réseaux, ces ONG, ces fédérations agricoles qui font du lobby. Puis il y a vraiment par contre des cabinets de lobbyistes qui peuvent nous envoyer des dépôts d'amendements. Mais moi, je pense, et ils l'ont très bien dit, on a besoin de faire appel à tous ces professionnels des différents secteurs parce que nous ne sommes pas des experts techniques sur l'ensemble des sujets. Et on a besoin d'avoir cette expertise, mais après, c'est fort de nos convictions, c'est fort des combats qu'on défend qu'on va prendre une décision en écho avec ces convictions. Après, je reviens et je poursuis ce qu'a dit Anne pendant justement ces négociations sur la PAC. Moi, j'ai été quand même assez choquée aussi de certaines méthodes. Pas à la limite l'envoi de 5000 mails, bon ben voilà, on les supprime, c'est pas bien grave. Mais quand même certaines méthodes qui ciblent certains parlementaires parce qu'ils sont rapporteurs sur ce dossier, qui vont parfois assez loin. Là, par contre, je trouve qu'on dépasse le cadre du lobby et effectivement, ça, c'est une influence assez négative. Vous l'avez compris aussi, le Parlement européen,
aucun groupe politique n'a la majorité, c'est donc un travail entre les groupes politiques. Et Anne a prononcé le mot de compromis. Et justement, cette ambition qui a été défendue au travers de la nouvelle politique agricole commune, c'était un travail conjoint entre plusieurs groupes politiques. Et là aussi, vous l'avez vu, on peut avoir des ambitions et des visions différentes. Tout l'enjeu, c'est justement d'assurer aussi la cohérence entre nos différentes politiques. Parce que, effectivement, la nouvelle ambition de la Commission européenne et du Parlement européen, c'est le pacte vert. Parce qu'on voit que c'est essentiel de répondre aux enjeux relatifs au réchauffement climatique. Et toutes nos politiques, la politique agricole commune, mais aussi la politique commerciale, ont un objectif à jouer et ont un rôle pour atteindre le fait que nous soyons le premier continent neutre en émissions carbone. Je ne vais pas rentrer totalement dans le détail, mais je veux juste quand même rebondir sur certains points qui ont été évoqués par Benoît. Je peux entendre que les ambitions ne sont pas suffisantes. Par contre, on ne peut pas dire quand même qu'il n'y a pas eu des avancées sur la question de l'actif, sur la question de l'installation. Il y a eu des amendements qui ont été déposés justement pour notamment l'installation des jeunes agriculteurs. Et tout l'enjeu sur l'actif, c'est qu'on n'a pas forcément de définition aussi claire à l'échelle de l'Union européenne. Donc moi, quand même, sur les éco-régimes, le fait qu'il y ait une obligation pour tous les États membres, ce qui n'était pas forcément gagné, c'est quand même un premier pas, c'est quand même une première victoire. Et maintenant, tout l'enjeu, parce que ça a été dit par M. Gastinel, ce qu'il faut voir, c'est que la bataille des négociations, elle n'est pas finie. On a d'un côté le Parlement européen qui a fixé sa position, et de l'autre côté, le Conseil, c'est-à-dire les États membres qui ont fixé leur position aussi. Maintenant, il va falloir trouver un compromis entre justement ces deux parties. Et ça va être là aussi extrêmement capital, parce que on sait que certains États membres ne partagent pas forcément les mêmes ambitions du Parlement européen, et sur la question de la conciliation entre notre politique environnementale et notre politique agricole commune, tous ne sont pas sur la même ligne. Donc, il va falloir continuer la mobilisation, et je crois qu'on a des rapporteurs sur l'ensemble des sujets dans tous les groupes politiques qui ont envie justement d'avoir une vraie ambition, une vraie politique agricole déjà qui soit commune, parce que ça, c'est vraiment essentiel, parce que si on fait face à des distorsions de concurrence entre nous, et c'est déjà le cas, aussi sur la scène internationale, mais vraiment entre nous, et une politique, moi je trouve que dans les ambitions portées par le Parlement européen, elle est à la fois plus verte et à la fois plus juste, parce qu'il faut, justement pour faire en sorte qu'il y ait des transformations, il faut soutenir l'investissement, il faut soutenir la recherche, et il y a quand même des progrès qui ont été avancés par le Parlement européen. Et sur la question plus particulière avec le commerce international, évidemment, il y a énormément d'enjeux. On pourra, je pense, y revenir après avec la conclusion d'accords de libre-échange et la politique que peut mener la Commission européenne en matière commerciale. Et là aussi, tout l'enjeu, c'est de garantir des conditions de concurrence qui soient beaucoup moins déloyales. On débat à l'heure actuelle énormément d'un accord dont vous avez dû entendre parler, qui est celui entre l'Union européenne et le Mercosur. Le Parlement européen a adopté une position sur le Mercosur ne doit pas être ratifié en l'état. Parce que justement, il est en contradiction avec notre politique en matière du pacte vert. Tout l'enjeu maintenant, c'est de voir, maintenant que cet amendement a été adopté par le Parlement européen, comment on avance dans ces négociations et comment on arrive à faire en sorte que justement, il n'y ait au travers aussi de nos importations en Europe, que ça soit par exemple sur le soja, nous ne contribuons pas davantage à une déforestation encore plus accrue. Donc il y a énormément de choses. Je crois qu'il y a à la fois effectivement cette ambition en interne sur une nouvelle politique agricole commune qui soit plus juste et plus verte. Il y a les ambitions à porter sur la scène internationale, parce que indirectement, si on a des contradictions entre ces politiques, nous n'atteindrons pas nos objectifs en matière climatique.